Merci Christian, merci aussi à Marie-Ève pour m'avoir convié à cette journée et donc à la découverte de ce programme de recherche qui m'intéresse énormément, qui est effectivement il y a des connexions avec mes territoires de recherche qui portent notamment sur l'histoire et la théorie de la critique. Et puis je trouve que le programme, en tout cas tel que je l'ai vu ce matin, a aussi un mérite important en termes méthodologiques. Ces questions méthodologiques vont pas mal m'intéresser dans cette communication, ne serait-ce que pour rappeler qu'à la base de l'intermédialité, il y a la presse, et que beaucoup de nos camarades qui travaillent en termes d'intermédialité, et je ne parle même pas de l'archéologie des médias, ont tendance à mettre de côté la presse, alors qu'elle est évidemment fondamentale, et pour des questions de circulation de discours, mais aussi des circulations de motifs qui ont été bien posées, je trouve, ce matin. Donc voilà, effectivement, je vais vous parler, alors notamment de Raymond Berner, mais pas seulement, avec un titre, vous l'avez compris, un peu en clin d'œil à un titre célèbre de Truffaut. En fait, le cas Berner m'intéresse pas du tout dans une optique, je sais pas, de revalorisation, etc. C'est en général pas du tout comme ça que je travaille, donc il ne s'agit pas de vous convaincre de l'intérêt particulier de Raymond Berner. Je le prends plutôt comme une sorte de critique ordinaire. Des années 20, et je trouve que cette question est aussi importante, de se demander de manière presque moyenne qu'est-ce que c'est que la critique dans les années 20, qu'est-ce que c'est que l'écriture de la critique à cette époque-là, et de le prendre comme un cas d'espèce qui nous permet d'exemplifier les problèmes que peut poser la lecture de la presse cinématographique, les critiques cinématographiques à cette époque-là, et qui permet de poser aussi les difficultés auxquelles se heurtent nos tentatives de compréhension, puisque le premier problème, je crois, c'est de comprendre ce qui est écrit dans ces textes, et je mets l'hypothèse que ça ne va pas de soi. Donc voilà, effectivement, j'ai parlé un peu de Berner, et effectivement, Berner est pas quelqu'un qui est très étudié, en dépit de l'indéniable renouveau qu'il y a autour des recherches sur la critique, et notamment dans les années 20 et les années 30. C'est un territoire de recherche qui commence à être pas mal étudié, notamment à travers des thèses. Alors j'ai mis deux exemples. Marie-Ève a évoqué ce matin, et je me suis dit, mince, j'aurais dû l'ajouter, le travail de Karine Abadi, effectivement, puis si je l'avais mis, alors, il y a des choses en tout petit, ça aurait fait un peu galerie des jurys de thèse auxquels j'ai participé ces dernières années, donc c'était pas forcément non plus l'idée. Mais là, il y a le travail de Pascal Manuel qui a été beaucoup cité ce matin, qui a effectivement un travail très important en termes notamment factuels, mais aussi la thèse d'Emmanuel Champommier, comme vous le voyez, sur cette contribution à l'histoire de la presse cinématographique française, qui est aussi un travail factuellement extrêmement intéressant. Je les ai mis là aussi parce que ces deux travaux citent Berner, mais très vite, et effectivement, à la lecture de ces travaux, on n'en sait guère plus, d'autant que, notamment chez Pascal Manuel qui lui est dans une perspective plutôt de valorisation, évidemment, de Vuillermoz, ça entraîne un discours dévalorisant pour les autres. Il est néanmoins le seul, à ma connaissance, à avoir fait une petite note biographique sur Berner, donc je vous la livre tout de suite, comme ça, ce sera réglé, et je n'aurai pas besoin de le faire. Voici ce qu'on trouve dans la thèse de Pascal Manuel sur Raymond Berner. Vous voyez qu'il est mort assez jeune, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a commencé la critique très tôt, puisque ses premiers textes datent de la fin de l'année 1921, et donc il a 22 ans lorsqu'il commence à écrire sur le cinéma, il faut avoir ça en tête. Il est par ailleurs compositeur, c'est ce qui aussi le relie à Vuillermoz, ce travail de composition, des études musicologiques, et donc il a une attention particulière aux questions de rythme. Et il est, pendant la plus grande partie des années 20, le critique attitré d'un quotidien aussi très important, qui est La Presse, dans lequel donc, il écrit dès décembre 1921. Ensuite, il va effectivement passer au Matin, et on le retrouve du coup dans le projet Numa Presse à travers ce qui a été numérisé du Matin. Et il a contribué à pas mal de revues différentes. Il a aussi, alors vous voyez, je ne lis pas tout, mais vous voyez par vous-même, j'imagine, qu'il y a effectivement chez Pascal Manuel la volonté un petit peu de dévaloriser Berner en disant finalement en substance c'est pas un vrai critique parce qu'il est plus ou moins affilié à la corporation, bon, ce qui pourrait être discuté par ailleurs. Je ne suis pas certain d'être absolument d'accord avec cette hypothèse qui s'adosse uniquement à une citation très particulière. Mais si on se replace dans les années 20, il est l'un des critiques, avec Vuillermoz, justement, les plus cités. On parlait ce matin des circulations. Ça fait partie de ces critiques dont les textes sont repris, et notamment sont repris dans la presse corporative. Ici, Ciné-Journal. Mais ces textes dans la presse sont très souvent aussi cités dans la cinématographie française, à tel point qu'il va finalement être embauché aussi par la cinématographie française, ce qui peut aller dans le sens de Pascal Manuel, les liens avec la corporation, etc. Alors, si on regarde la présence de Raymond Berner dans Numa Presse, j'ai donc utilisé
l'explorateur pour aller regarder. Donc ces chroniques dans le matin, entre 1927 et 1928, on pourrait se dire que Berner serait finalement un très bon client, notamment pour travailler en termes d'études de réception, puisque sur l'année 27-28, il chronique quelques films, on peut voir quand même qui sont des films très importants pour l'histoire du cinéma, Métropolis, Sportif par amour, Chang, Le Cirque, La petite marchande d'allumettes, L'Aurore, Thérèse Raquin, etc. Donc voilà, Berner pourrait être une signature incontournable si on s'intéressait par exemple à la réception de l'Aurore en France, ce qui pourrait être un sujet intéressant pour autant qu'il n'ait pas été déjà fait par quelques chercheurs, ce que je ne sais pas. Donc voilà, potentiellement intéressant. Puis lorsqu'on commence à regarder les textes, ce qu'on peut faire facilement grâce à Numa Press, alors il peut y avoir un sentiment de déception. En tout cas, si on regarde ces textes avec nos yeux actuels, qui attendent certaines écritures de la part de la critique. Donc j'ai pris un exemple, dont j'ai extrait 3 parties, mais à mon sens les parties les plus saillantes, les plus importantes, pour un film que j'aime beaucoup, et je sais que nous sommes d'autres dans cette salle à l'apprécier. Sportif par amour. Donc vous avez le début de la critique, en grosso modo le milieu, et puis presque la conclusion. Et quand on lit ça, on n'est pas absolument enthousiasmé par l'activité, enfin on peut en tout cas ne pas être totalement enthousiasmé par l'activité de Raymond Berner critique. Vous voyez, donc depuis que les Américains font du film comique, tous leurs scénarios, à part quelques exceptions, dont ceux de Charlot, qui est l'icône absolue pour Berner comme pour beaucoup d'autres à cette époque-là, sont basés sur le thème de la rédemption par l'amour. À la vérité, le dieu auquel sacrifient les héros de ces trépidantes histoires est un dieu tout moderne, c'est le sport. Invariablement, Harold Lloyd, Buster Keaton, Charles Ray ou Monty Banks, c'est déjà intéressant de voir qu'ils s'intéressent à des burlesques un peu oubliés aujourd'hui, mais qui font l'actualité à cette époque-là, incarne un jeune homme réfractaire aux joies pures de la culture physique. Subitement, il s'éprend d'une jolie fille qui ne consentira à l'épouser qu'à la condition il y a une coquille, que son soupirant deviendra champion de football, de baseball, de course à pied ou recordman de vitesse en automobile. Il ajoute après, c'est la partie un peu critique, analytique, qui est, comme vous le voyez, assez limitée. C'est donc par les détails que ces films nous amusent, par les gags qui se succèdent tout au long de la bande, pour soutenir l'intérêt et provoquer le rire. Dans Sportif par amour, il y a un certain nombre de gags très drôles. Et puis la conclusion, donc, la précision de ses gestes, donc il parle de Keaton évidemment, et ses regards qui contrastent par leur mobilité expressive avec l'hermétisme de sa physionomie, sont vraiment réjouissants. On rira en voyant ce film. Bon, j'ai l'impression qu'effectivement, ce n'est pas un critique qui semble très intéressant en soi, mais l'hypothèse que j'aimerais mettre ici, c'est que d'abord, il est assez exemplaire, effectivement, d'une moyenne critique de l'époque. Et si on commence à le penser différemment, c'est-à-dire notamment dans la diachronie, si on commence à s'interroger sur son écriture, eh bien, des choses peuvent nous apparaître. Alors voilà, j'ai mis les différents paragraphes pour dire que, par exemple, on voit que son mode d'appréhension, enfin en tout cas l'un de ses modes d'appréhension du cinéma, ce qui apparaît très bien dans ce premier paragraphe, c'est ce qu'on pourrait appeler, je le dis de manière presque délibérée par rapport à des échos ultérieurs, c'est la question du mythe. Une des questions qui l'intéresse beaucoup, c'est l'idée que chaque société, chaque pays, il a vraiment une vision par pays, est structurée sur un ensemble de mythes sociaux, et qu'évidemment le cinéma peut être le lieu pour comprendre la représentation de ces mythes. Donc là, la question du sport notamment. Et ce en quoi, évidemment, ça peut entretenir quelque écho, et je fais de la téléologie délibérée, je le précise, avec certaines approches, par exemple celle de Bazin, qui va beaucoup s'intéresser à cette question du cinéma américain comme véhicule de mythe propre à la société américaine. Donc voilà, il y a déjà effectivement quelque chose d'intéressant de ce point de vue-là. On pourrait s'arrêter sur le deuxième paragraphe, voir que la notion de gag est une fois, entre guillemets, une fois sans, et ça pose la question de la recherche, qu'on a déjà évoquée, de la recherche d'un vocable spécifique. Et Berner est quelqu'un qui va essayer, par exemple, de construire une distinction assez claire entre burlesque et humour. Et le burlesque fonctionne sur des gags, par exemple. Donc il y aurait évidemment un travail à faire pour se demander si le terme de gag est si présent dans la critique française de l'époque. Et là, c'est plutôt à Christian qu'il faudrait poser cette question à laquelle je ne pourrais pas répondre. On pourra y revenir après. Troisième point qui m'intéresse, la conclusion, dont on peut se dire qu'elle est finalement un peu fade et presque anodine, mais ce que je vous propose de voir, c'est qu'en fait, elle s'inscrit véritablement dans une conception esthétique de ce qu'est le cinéma, que l'on comprend lorsqu'on met en série les textes de Berner. Donc voilà, on va un peu explorer ça. Première chose qu'il faut voir, c'est
Alors évidemment, vous n'allez rien voir, il ne s'agit pas de lire, c'est justement s'intéresser à la question de qu'est-ce que c'est qu'une critique. Comme vous pouvez le voir sur la partie gauche, donc qui est une page de la presse, donc tant pis, je le lève et vous m'entendrez moins bien. Donc Berner a toujours au moins une colonne. Vous voyez, ici, il y a la colonne écran et studio, c'est le nom de sa rubrique récurrente, qui toujours est séparée de la partie les grandes présentations. Et on se rend compte qu'il y a à chaque fois dans la presse une disproportion très nette entre la partie écran et studio et la partie grande présentation. En d'autres termes, il y a toujours deux choses. Berner distingue les deux. Il y a, je vais y venir après, il y a une critique du cinéma comme phénomène social. Penser le cinéma au quotidien, c'était une partie de mon titre, et c'est de ça dont il s'agit. Et il y a une partie critique de film. Mais on voit bien que l'importance qu'il accorde à l'une et l'autre est très disproportionnée, et qu'à ses yeux, la critique du cinéma est plus importante que la critique de film. En quoi, là encore, me semble-t-il, il n'est pas un cas isolé de la critique dans la presse quotidienne des années 20. Par ailleurs, on peut voir par rapport aux échos de ce matin que, en tout cas à cette époque-là dans la presse, il n'y a pratiquement pas d'image pour les textes cinématographiques. Alors, évidemment, c'est quelque chose d'intéressant, et ce que je voulais commencer par dire, enfin, je vais commencer, mais j'ai déjà bien avancé, c'est que si on regarde cette critique avec les yeux d'aujourd'hui, on ne va pas la comprendre. Donc, je me suis... pour expliciter ça, je me suis emparé d'une citation d'un ami, Pierre-Henri Frogne, qui s'intéresse beaucoup à la question de la critique d'art, qui est un philosophe, et qui, en tant que philosophe, a essayé de poser la critique d'art, mais aussi la critique cinématographique qui l'intéresse, comme ça, en général, déconnecté de toute considération historique. Et donc, il propose une définition de la critique d'art peut être appliquée à la critique de cinéma, que vous voyez qui est la suivante. La critique d'art est un discours, une pensée, possédant deux traits principaux. Elle parle des œuvres d'art, non en général, mais dans leur singularité même. Elle produit sur elle un jugement, afin d'en apprécier la valeur, la qualité, le sens et la réussite d'une œuvre, eu égard au dessin que l'artiste s'est donné à lui-même. C'est une définition qui fonctionne très bien pour la critique de cinéma française des années 40, 50, 60, qui fonctionne sans doute très bien aussi pour la critique d'art que je connais moins bien, mais qui, en l'occurrence, ne fonctionne pas du tout, à mon sens, pour la critique des années 20, et elle est presque un obstacle à la compréhension qu'on peut avoir de cette critique. Pour mettre en regard de cette citation, une autre qui montre justement le problème que ça pose, et peut-être, c'est une question qu'on pourrait se poser, et je ne vais pas y répondre, ce serait beaucoup trop long aujourd'hui, se demander s'il n'y a pas effectivement une spécificité de la critique cinématographique dans ce rapport entre le particulier et le général. C'est en substance ce que dit ici Charles Tesson à propos de Serge Danet, puisqu'il dit « faire la navette entre le particulier, le film, et le général ». Trouver le lien qui, à partir du film, puisse frayer un chemin qui nous fasse réfléchir sur l'état en cours du cinéma, tel serait ce qui distingue une critique de cinéma d'une critique de film. Il opère une distinction entre critique de cinéma et critique de film, qui est intéressante, mais qui par ailleurs ne correspond pas exactement à ce que j'entends par critique du cinéma et critique de film à propos de Berner. Mais il y a cette idée que finalement, peut-être en cinéma, on aurait parfois des textes assez spécifiques qui ne seraient pas du domaine du particulier, mais qui entremêleraient le particulier et le général. On trouve des échos, alors donc là on est plutôt sur la période contemporaine, Serge Danet, mais on trouve aussi des échos chez les chercheurs qui se sont intéressés au début de la critique. Je pense à mon éminent collègue chartiste Christophe Gauthier, qui dans ce texte s'intéresse au début de la critique cinématographique en France, et qui effectivement parle, et je trouve le terme tout à fait intéressant, d'une critique du cinéma, plutôt qu'une critique de cinéma, effectivement, critique du cinéma, qui l'oppose donc à une critique cinématographique qui s'attache au film, bon, disons une critique de film pour aller plus vite. Donc la distinction me semble extrêmement intéressante, importante pour comprendre les années 20, critique du cinéma, critique de film. Ce qui est un peu surprenant, c'est que Christophe Gauthier enchaîne avec une affirmation qui pour moi relève de la plus étonnante téléologie, puisqu'il ajoute, d'une manière générale, la critique cinématographique avant 1914 semble échouer à se focaliser sur des films précis comme on l'entendrait aujourd'hui. Donc il pense en termes d'échec, alors que c'est juste que pour pas mal de critiques, d'avant 14 mais aussi d'après 14, l'important est moins dans la critique des films précis que dans la critique du cinéma. Et donc c'est pas une question d'échec, c'est qu'effectivement il y a deux natures de discours. Et voilà, donc je propose cette idée qu'il y aura deux types de discours qui, à mon avis, ont toujours existé dans la critique de cinéma, la critique du cinéma, la critique de film, et que, de mon point de vue, faire l'histoire et la théorie de la critique, c'est aussi, c'est pas seulement, j'entends bien, je ne suis pas dogmatique et restrictif, c'est aussi s'interroger sur les conditions de leur possible articulation.
que j'arrête de cracher dans le micro. Donc je vois ça selon 3 modalités. Cette articulation entre ces 2 types de discours, ils peuvent être séparés. C'est ce qu'on voit beaucoup avec Berner, en tout cas avec le Berner de la première moitié des années 20, pas avec le Berner du matin, justement, qui change de modalité d'expression, on pourrait dire. On peut aussi imaginer que la critique du cinéma est le soubassement à la critique de film, c'est-à-dire qu'il faut penser historiquement, théoriquement, le cinéma pour pouvoir ensuite étayer une critique de film. Ce serait à mon sens plutôt le modèle Bazin, par exemple. Et puis, il y aurait donc la critique de film comme moyen d'aboutir à une critique du cinéma. C'est ce que pointe Tesson à propos de Danet. Donc on a 3 modalités. Et telles que je viens de les exemplifier, peut-être qu'on pourrait avoir le sentiment que ces 3 modalités constituent une ligne chronologique de l'histoire de l'écriture de la critique cinématographique. Je pose la question, puisqu'on voit qu'effectivement, Berner, années 20, exemple parmi d'autres, séparation. Années 40, 50, Bazin, critique du cinéma comme soubassement à la critique de film. Puis un moment plus moderne, avec Danet notamment, où l'articulation s'inverse. Ce serait une chose qui serait d'ailleurs à penser, qui me semble pas avoir été tellement envisagée jusqu'à présent. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne, là encore, vous aurez compris que cette communication, c'est un peu des réflexions à voix haute que je me pose en travaillant sur ces objets. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on trouve beaucoup de cas dans les années 20 qui fonctionnent sur la séparation. Donc des critiques de cinéma, des critiques de film, mais pas tellement cette articulation. Vuillermoz étant peut-être justement le contre-exemple, mais si on regarde de manière dominante, si on fait du quantitatif, on a fait beaucoup de quantitatif ce matin, je pense qu'effectivement on est plutôt sur le modèle de la séparation, en tout cas dans les premières années de la décennie années 20. Ça se comprend évidemment à l'aune de la reconnaissance du cinéma, premier point important, et d'ailleurs Berner est tout de suite sur ce terrain-là, dans un titre presque aux échos pré-malrussiens, art ou industrie. Et il est évidemment, comme beaucoup d'autres à cette époque-là, dans la défense de l'idée que le cinéma doit être considéré comme un art. Donc, vous voyez, par cinéma, il dialogue beaucoup avec les cinéphobes, comme encore une fois beaucoup de critiques de cette époque-là, et les cinéphobes opposent au cinéma son caractère machinique et industriel. Donc c'est évidemment avec ça qu'il dialogue ici. Par cinéma, il faut entendre lumière, décor, appareil de prise de vue, de projection. Il n'y a là que de la mécanique, c'est certain, mais l'art, c'est de jouer avec la lumière, de faire saillir tel détail, c'est de combiner harmonieusement les lumières et les ombres. C'est pour tout dire, avoir des idées cinématiques que l'on met en valeur suivant la virtuosité et l'habileté mécanique que l'on possède. Le cinéma, c'est, si vous voulez, donc dans une formule qu'il propose, mais qui n'a pas tellement eu de réelle destinée, l'art de faire de l'art avec de l'industrie. Donc voilà, il y a la défense du cinéma comme art, malgré le caractère mécanique, malgré le caractère industriel, mais il va plus loin que d'autres, ce en quoi il n'est pas singulier, mais en tout cas il est un peu moins dans la moyenne, c'est que pour lui, cette idée engage une esthétique. Véritablement, il a cette idée que la technique est en avance sur l'esthétique et que l'un des enjeux de la critique, c'est justement de définir cette esthétique qui serait en retard sur la technique. Vous voyez, par malheur, sa technique est en avance sur son esthétique, et comme on se donne peu de mal pour la trouver, on conclut immédiatement qu'il n'en a pas. Alors, ces premières considérations permettent de poser plusieurs problèmes que je vais lister, et puis je finirai après sur 2-3 pistes d'exploration en essayant de montrer justement le caractère de système esthétique qui caractérise la critique du cinéma de Berner. Donc on voit que si on travaille sur la critique des années 20, notamment la critique dans la presse, il faudrait évidemment distinguer critique dans la presse et critique dans la presse spécialisée. Le problème numéro 1, c'est d'accepter la possible absence de prééminence de la critique de film. C'est-à-dire que si, évidemment, on va travailler sur la critique des années 20 en espérant y trouver tout le temps, partout, la critique de film, on va être déçu. Parce que, encore une fois, dans une bonne mesure, en tout cas au début des années 20, le plus important, c'est la critique de cinéma. Le problème numéro 2, c'est, à mon sens, l'historicité de l'écriture critique, qui fait qu'on peut avoir, en lisant ces textes, l'impression d'une étrangeté, ou pour reprendre un terme cher à notre camarade québécois, d'extranéité, face à certaines idées et à certaines formulations. Et c'est assez compliqué, du coup, d'appréhender ces textes. Troisième problème, il faudrait idéalement faire la part, mais c'est très compliqué, au sein de l'écriture critique,
entre le commun et l'idiosyncrasique. Qu'est-ce qui relève d'une pensée commune de l'époque et qu'est-ce qui relève de spécificités propres à Berner, et donc ça oblige évidemment à le penser dans un contexte et donc à faire une recherche extrêmement large. De ce point de vue-là, les humanités numériques sont à la fois, de mon point de vue, un atout et un obstacle, simultanément. Il ne s'agit pas de les rejeter, je ne suis pas dans une position de technophobie, quoique j'ai une vieille montre à ressort et non pas mon digital, mais bon, peu importe. Mais voilà, ça me semble effectivement être un atout et un obstacle parce que tout à la fois, ça nous permet de constituer des corpus très larges, ce qui était très compliqué pour les chercheurs qui nous ont précédés. Ça permet des circulations grâce au mode de recherche full text. Mais on a une vraie difficulté, ce qui est de comprendre comment on pensait à une époque, et notamment, on l'a évoqué ce matin, la question du vocable. C'est-à-dire que si on cherche, par exemple, je vais y venir juste après, la manière dont un critique comme Berner parle du montage, on va être extrêmement déçu parce que ce terme a très peu cours dans la presse française de cette époque-là. Donc, on ne peut évidemment pas trouver ce qui n'a pas laissé de trace. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pensée du montage. Ça veut dire que le montage est pensé sans qu'on parle de montage. Donc, évidemment, la recherche full text se heurte à ce problème-là. Donc, pour finir, il doit me rester quoi, 10 minutes ? Oui, 10 minutes. Ouais, ça va ? Petite. Des petites minutes. Donc voilà, donner quelques aperçus de cette pensée esthétique du cinéma de Berner, et encore une fois, des difficultés à la saisir matériellement via les humanités numériques, et à la saisir, on pourrait dire intellectuellement, encore une fois, parce qu'elle a une historicité qui peut la rendre difficile à appréhender. Donc si on s'interroge, on se dit, ben voilà, je vais travailler sur Berner, ce que je n'ai pas fait, je suis uniquement dans la méthode, j'ai lu beaucoup Berner, mais je n'ai pas fait de travail moi-même là-dessus. Si on veut essayer de comprendre cette pensée esthétique du cinéma, on va se dire, bah, justement, par quoi je vais commencer ? Je vais lire la littérature secondaire qui a travaillé sur les années 20. Alors, j'ai pris deux exemples, évidemment de manière très arbitraire. Un très ancien, antérieur très largement aux humanités numériques, un beaucoup plus récent qui est en plein dedans. Mais je les ai pris parce que tous les deux se sont intéressés aux années 20 et tous les deux ont fait un dépouillement important. On l'oublie notamment pour le premier, surtout pour le premier. En l'occurrence, Christian Metz, dans le cinéma Langue ou Langage, il rappelle qu'il a fait, et ça apparaît dans ses références, qu'il a fait un gros travail de dépouillement de la presse pour cette recherche. Et il avance l'hypothèse que les années 20 se caractérisent par l'idée du montage roi. Dans le même ordre d'idées, mais beaucoup plus tard, donc Laurent Guido a travaillé sur la question de l'âge du rythme, lui aussi en travaillant sur des vastes corpus, années 20, et il arrive finalement à une conclusion qui est assez proche, mais finalement en donnant une signification particulière à la notion de montage, qui est l'importance de la question du rythme dans la théorie des arts en général et dans celle du cinéma en particulier. Donc on pourrait se dire, voilà, si je cherche à identifier, à définir la pensée d'une esthétique du cinéma par Berner, alors je vais aller du côté du montage. Donc ça revient à ce que je vous évoquais, et puis là, on peut se dire qu'on va faire une recherche full text en tapant, encore une fois, des radicaux, comme on l'a évoqué, donc montage, je ne sais quoi, monter, ce qu'on fait. Et là, bingo, tout de suite, on tombe sur quelque chose de fabuleux. Alors, André et moi faisons une recherche au long cours sur la question du montage, et des occurrences comme celle-ci, que par ailleurs j'ai trouvé peut-être il y a 2 semaines en préparant cette communication, et qu'il va falloir incorporer dans notre livre parce qu'elle est assez importante, là on se dit c'est extraordinaire. On voit Raymond Berner dans un de ses tout premiers textes, nous sommes donc le 21 décembre 1921, son premier texte date du 7 décembre 1921, il arrive dans le champ du cinéma avec son côté musicologue et compositeur, et son premier travail, c'est de s'intéresser à la question de la musique au cinéma. Il va interroger le chef d'orchestre de l'Omnia Pathé, qui lui dit « On a un gros problème, c'est que on nous amène des films, on nous dit de mettre de la musique dessus, sous-entendu des airs déjà composés, et notre problème, c'est qu'en fait, la longueur des airs composés ne correspond jamais à la longueur des séquences. Donc, messieurs les gens de cinéma, faites un effort, conviez-nous dans les laboratoires pour qu'on puisse discuter sur la longueur des séquences et qu'on puisse prévoir un ajustement par rapport à la longueur des extraits musicaux. Donc, c'est le chef d'orchestre qui parle. Nous demandions qu'au moment du montage du film, lorsque l'on procède à cette élagation formidable qui fait tomber souvent plus de la moitié du ruban, un chef d'orchestre fut appelé à titre consultatif. Donc là, on se dit, ben voilà, montage, ça y est, c'est parti.
Par ailleurs, c'est juste une parenthèse pour nous juste extraordinaire parce que on a construit toute une série d'hypothèses sur les débuts du montage et notamment on a pensé que la procédure d'élagage était fondamentale dans la pensée du montage et on a trouvé assez peu d'occurrences en français. On a trouvé pas mal d'occurrences dans le champ anglo-saxon, pruning, qui est un terme très, très présent. Et là, paf, on tombe sur une espèce de néologisme, élagation, qui veut dire donc élagage. Bref, très intéressant. Sauf que si on regarde Berner sur la durée par la suite, il n'est plus question de montage. Et effectivement, ce n'est pas lui qui parle. Il faut se rendre compte que là, il transcrit une discussion, et une discussion de quelqu'un qui connaît la pratique, qui connaît la manière dont se font les films à cette époque-là, et qui sait qu'effectivement, l'assemblage des films est un moment important, mais les critiques n'en ont pas tellement connaissance. Donc, on ne trouve pas tellement d'occurrences de montage chez Berner, alors même que c'est un aspect qui l'intéresse énormément. Exemple ici, un article qui s'appelle « Une technique », et vous savez que la technique qu'il décrit, c'est la technique du montage court. En l'occurrence, il fait une critique de Laroux d'Abel Gance, et ce qui est très intéressant, c'est que justement, cette critique de Laroux, elle lui sert non pas à parler de Laroux au sens strict, mais à penser l'état du cinéma, l'importance du montage court, mais le montage court n'est jamais évoqué comme tel. Il est évoqué, on est en plein dans le vocabulaire de l'époque, il est évoqué en termes de rythme, en termes de découpage, mais pas de montage. Et là, en cela, Berner est, encore une fois, un exemple parfait de cette époque-là. Donc la technique de Laroux est presque uniquement dans l'expression rythmique à laquelle vise le découpage. Ce découpage doit montrer ce qu'il faut, le temps qu'il faut. Il doit être fait au rythme de la pensée pour asservir la pensée. Donc, je m'approche de la fin, monsieur le président de séance. On se rend compte qu'il y a une prééminence du découpage qui engage une conception de plusieurs choses. De l'octorialité, ça va rejoindre la question de Maxime ce matin, une conception de l'esthétique cinématographique et une conception de ce que le cinéma doit mettre en place pour développer cette esthétique. Donc je vais aller assez vite parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Cette question de l'auteur, elle est centrale chez Berner. Donc effectivement, l'auteur n'est pas... Nous le savons, n'est pas une invention de la politique des auteurs. Le cinéma est une expression intégrale de la pensée animatrice de l'auteur, en quoi il reprend une formule assez proche de Canudo, par ailleurs. Mais il pose cette question de l'auteur, non pas en termes théoriques, mais en termes presque sociaux. Qui peut se revendiquer auteur? Vous voyez, les trois pères pour un enfant. Et donc il y a l'auteur du scénario, le metteur en scène et le commanditaire. Je vais aller assez vite, je rêverais de passer des heures là-dessus, mais évidemment, là encore, pour comprendre ce qu'il propose, et notamment la façon dont très rapidement il évacue l'auteur du scénario, il faut juste se demander, mais qu'est-ce que c'est un scénario en 1924 ? Si vous plaquez sur 1924 votre conception moderne du scénario, vous ne pouvez pas comprendre qu'il balaye le scénariste. Un scénario en 1924, c'est 3 pages. L'important, c'est le découpage. C'est pourquoi il considère que c'est le metteur en scène qui doit être l'auteur, parce que c'est le rôle du metteur en scène, en tout cas dans le champ français, que de découper le scénario. Alors, j'avais prévu une petite comparaison avec les États-Unis et l'Allemagne, je vais laisser tomber parce que je suis déjà un peu en retard, et dire que voilà, ça engage une esthétique, cette importance accordée au découpage et au rythme. Vous voyez, le cinéma à qui toutes les mobilités sont accessibles. C'est l'idée que le cinéma, c'est effectivement du mouvement, c'est du mouvement profilmique, les gens qui bougent dans le champ, c'est du mouvement de cadrage, la caméra qui se déplace, et c'est du mouvement entre les images par l'assemblage. Donc voilà, toutes les mobilités, c'est ça qu'il veut dire. Et pour lui, ça a une incidence importante parce que ça amène à des changements d'échelle, gros plans, et ces gros plans, eh bien, en quelque sorte, ils doivent obliger à penser le mode de représentation qu'est le cinéma. Vous voyez, l'expression de physionomie considérablement amplifiée par les gros plans demande une sobriété extrême. Le théâtre doit exagérer et le cinéma diminuer. Donc il y a une caractéristique esthétique du cinéma et celle-ci a notamment, pas seulement, je fais court, une incidence sur la manière dont on doit jouer en cinéma. Ce qu'il explicite après, je vous laisse lire, je vais assez vite. Il le développe ici dans un texte important, son credo, comme vous le voyez. Il faudrait donc que les artistes qui veulent faire du cinéma apprissent à jouer avec leurs figures, leurs bras, leurs mains, leurs doigts, leurs torses, donc tout ça à cause de la prééminence du gros plan, leurs jambes avec tout leur corps. Il faudrait leur faire comprendre toute la puissance d'expression que prennent dans un gros plan un léger battement de cils, un geste esquissé, un mouvement réticent. Le cinéma, le vrai, est tout de détails, de nuances exquisément subtiles. Et lorsque je dis que pour lui, ça engage
aussi une conception du cinéma et de la manière dont le cinéma va permettre de développer une esthétique, c'est que dans ce texte, dans ce credo, l'une des conclusions, c'est que pour qu'on en arrive là, c'est-à-dire que pour qu'on en arrive à des artistes qui jouent en cinéma et qui ne jouent pas en théâtre, parce que pour lui, il y a une distinction fondamentale, alors, il faut que ce ne soient pas les mêmes artistes, alors il faut les former, alors la communauté professionnelle des cinémas doit créer des écoles où on va expliquer les principes spécifiques du jeu cinématographique. Et donc ça engage aussi un rapport à la production. Les producteurs doivent miser avant tout sur des comédiens spécifiquement cinématographiques. Toute cette pensée, elle est présente chez Berner, qui a comme ça une conception globale de ce qu'est le cinéma en tant que médium, mais aussi du cinéma en tant que milieu socio-technique. Donc voilà, je termine, j'ai presque dans les temps. C'était ma conclusion, c'est pour dire qu'effectivement, je crois qu'on a tout intérêt, si on s'intéresse vraiment de près à cette critique des années 20, à avoir en tête cette distinction entre critique du cinéma, critique de film, et avoir en tête, on l'a évoqué ce matin, donc j'abonde dans ce sens-là, avoir en tête que nous sommes en plein dans une période où se fixent des idées et des pratiques, et que dans ce rapport très complexe par ailleurs qui nous intéresse pour la question du montage, André et moi, entre idées et pratiques, se construit un vocabulaire. Dans un rapport dialectique, c'est-à-dire qu'évidemment ce sont les idées qui peuvent permettre des pratiques, mais les pratiques viennent nourrir les idées, et le vocabulaire se construit dans ce système d'aller-retour. Mais donc nous sommes à une période où on invente effectivement beaucoup de vocabulaire, pas seulement pour désigner les metteurs en scène, cinégraphistes, cinéastes, mais pour désigner même les procédures qu'on engage dans la pratique cinématographique, lesquelles sont ensuite discutées par la critique. Donc voilà, il y a un vaste chantier qui me semble d'une complexité inouïe, mais en même temps d'une richesse importante. Merci.